Réponse de l'Académie 10 jours plus tard. En raison même de l'importance des découvertes que vous annoncez, le Conseil a estimé qu'il ne pouvait conclure à leur publication sans avoir été à même de vérifier ces faits. Or, il n'a pas les moyens qui seraient nécessaires, de sorte qu'il n'a pu que donner une conclusion négative à votre demande. Et Tissot, face à une opposition active, il a fait une conférence le 25 février 1937 avec projection pour essayer de faire connaître sa découverte. Il avait invité un maximum de monde. Ça se déroulait au Muséum d'Histoire naturelle, où il était soutenu par ses collègues du muséum. Mais sa conférence va être chahutée par des élèves de l'Institut Pasteur qui sont venus en nombre. L'un d'entre eux s'empare du micro. « Je vais prouver en 5 minutes que ces recherches ne sont que de la cochonnerie. » La critique de Basset. Dans cet ouvrage que je vous présentais tout à l'heure, Basset est un homme tout à fait remarquable, que j'admire beaucoup. C'est un vrai scientifique. Là, il a un petit peu péché par orgueil, mais voilà ce qu'il a écrit à propos de Tissot. Quant à l'origine autogène du bacille de Koch, c'est une aimable plaisanterie. Pour le 25 février 1937, je fus invité à une conférence avec projection. Son titre était « La tuberculose est autogène et le bacille de Koch formé par les mitochondries des tissus du malade ». Il commente « L'imagination de ce professeur s'était enflammée, je le pense, à la lecture des publications concernant les ultravirus, les relations certaines qu'ils entretiennent avec les gènes, d'où la théorie de leur naissance intracellulaire. J'ai souligné 3 mots, l'imagination, la lecture de publications et une théorie. Ce que Tissot a fait n'a rien à voir ni avec de l'imagination, ni avec des théories issues de lecture. C'est un vrai travail, et c'est dommage peut-être parce que Basset travaillait à Lyon, il n'a peut-être pas fait le déplacement jusqu'à Paris. C'est vraiment dommage. Mais il ajoute, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement honnête et rigoureux, peut-être faut-il aussi tenir compte de ce fait, établi ultérieurement en 1951. Les granulations du bacille de Koch, par les réactions tinctoriales et enzymatiques, peuvent être assimilées aux mitochondries des cellules animales et végétales. Vous voyez, assimilé aux mitochondries, le bacille de Koch. Ce n'est pas en opposition avec la découverte de Tissot, bien au contraire. Et il cite aussi une expérience réalisée à New York en 1950 par les Américains. Les Américains ont fait 3 expériences sur 3 types de cobayes. Les premiers cobayes furent les Indiens Sioux d'une réserve. Vous savez, les seuls bons Indiens sont les Indiens morts. Ils ont essayé de BCG. Après, ils ont essayé, deuxième type de cobayes, les Noirs de New York. Et comme les résultats n'étaient pas fameux, ils ont essayé de voir si le BCG pouvait être utile pour protéger contre la tuberculose silicose des mineurs. Ils ont bien fait de faire une expérience sur des cobayes cette fois-ci, les animaux. Alors les cobayes témoins sont seulement vaccinés par le BCG. Ils resteront indemnes. Pour les autres, d'abord la vaccination BCG, et plus tard, on leur fait inhaler des poussières de silice comme s'ils étaient des mineurs au fond de la mine. 10 mois plus tard, ils font tous une tuberculose silicose, mortelle pour certains. Alors Basset conclut, sous l'influence de la silicose, le BCG, donc le bacille de Calmette et Guérin, qui est irrité, qui est un descendant du bacille de Koch, loin de disparaître, avait persisté dans l'organisme pendant plus d'1 an et déterminé une infection tuberculeuse mortelle, tout en ajoutant, c'est très important ça, le BCG des lésions, quand on le prélève, n'avait pas augmenté de virulence quand on l'inoculait à des cobayes neufs. Mais, voilà, il y a 2 remarques à faire. Ce que dit Basset signifie que le BCG était incapable de construire des tissus tuberculeux. De plus, les cobayes, c'était une expérience, étaient maintenus à l'abri de toute contamination externe. Alors la question se pose, mais d'où venait le bacille de Koch qui les avait tués en construisant des tissus tuberculeux, si ça n'était pas le BCG? Il fallait un bacille constructeur de ces tissus tuberculeux. Comme il ne pouvait pas venir de l'extérieur, d'où venait-il? Tissot donne une réponse, d'autant moins ce qu'il a prouvé donne une réponse. Il venait des cellules mêmes de ces animaux, très certainement. Mais Basset n'a pas vu le problème. Aujourd'hui, on note des différences génétiques entre les bacilles de Koch. Par exemple, il y a un bacille de Koch différent pour chaque espèce. Humain, équin, bovin, caprin, etc. Même la tortue. Et chez les humains, où on raffine les études,
Les bacilles de Koch ont une empreinte génétique différente d'un malade à l'autre. Ce n'est pas en contradiction avec les découvertes de Tissot, bien au contraire. Sauf quand même s'ils proviennent d'une même source de contamination. Mais vous voyez qu'il y a des choses découvertes aujourd'hui qui sont en relation tout à fait possible avec la découverte de Tissot. Un mot sur l'immunité contre la tuberculose. Il est parfaitement reconnu qu'il y a des anticorps nombreux qui apparaissent au cours de la maladie tuberculeuse. Mais ces anticorps n'ont aucune action protectrice. On reconnaît une immunité de nature humorale, cellulaire, et seulement 10% des contaminés deviennent malades, et on ne sait pas pourquoi. La bile et le BCG. La bile est à l'origine du BCG, du bacille de Calmette-Guérin. Dans certaines conditions, la bile a la propriété d'atténuer et de stabiliser la virulence sur le bacille de Koch. C'est cette propriété qui est à l'origine de la découverte du BCG, qui est un bacille de Koch dont la virulence a été atténuée et stabilisée par des cultures successives, plusieurs centaines, sur de la pomme de terre cuite dans de la bile de bœuf. L'existence même du BCG apporte la preuve que la bile est capable d'atténuer cette virulence et même de la stabiliser d'une manière qui semble définitive. Nous sommes confrontés aujourd'hui à une grande menace par rapport à la tuberculose. Les tuberculoses multi- et ultra-résistantes. Elles sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus difficiles à soigner. Alors multirésistantes, ça veut dire qu'ils résistent à l'isoniazide et à la rifampicine, qui sont les deux principaux antituberculeux. Ultra-résistantes veut dire qu'elles sont multirésistantes, mais qu'en plus, elles résistent à d'autres antituberculeux. Et la directrice de l'OMS, Margaret Chan, disait « La généralisation des tuberculoses ultra-résistantes, si elle se confirmait, constituerait un revers très sérieux dans la lutte contre la tuberculose. » Mais, un grand espoir quand même, la bile. Serait-elle la clé de la résistance à la tuberculose? Il faut savoir que la bile imprègne nos aliments avant de nourrir nos cellules. Quand le nourrisson prend le lait de sa mère, on pense que c'est sa première nourriture. Mais avec ce lait se mélange la bile que ce nourrisson fabrique lui-même. Et ce mélange va prendre deux voies. L'une, les sels, c'est ce qui colore les sels en jaune, et l'autre pénètre dans le sang, va dans les cellules pour nourrir nos cellules. Ainsi, le nourrisson, comme chacun de nous, nous nourrissons tous les jours avec notre propre bile, qui est probablement notre premier aliment et notre aliment le plus fondamental. Et si cette bile, ou certains éléments de cette bile, étaient une aide considérable à la cohésion du réseau mitochondrial pour l'empêcher de se disloquer. Voyez-vous, cette atténuation et cette stabilisation du bacille de Koch par la bile qui a donné le BCG, on le sait depuis 100 ans. Mais voudra-t-on engager des recherches, alors que des recherches ont été engagées pour essayer de comprendre comment la bile pourrait protéger contre certains cancers, comme le cancer du côlon. Ayant tout accepté, nous fûmes tous complices, nous préparant ainsi pour la vie du calice. Alors, regardons avec un œil nouveau les choses anciennes, plutôt que les choses nouvelles avec un œil ancien.